Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici, Mélanie Aina Rocaveri, coach professionnel et réussir par soi-même, c'est ce que j'enseigne. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau bric-à-brac d'idées. Et nous commençons donc un week-end particulier, plus long qu'accoutumé. Et pour cela, j'aimerais célébrer ce week-end-là pour s'alléger aussi, avec, une lecture et une lecture particulière que j'ai choisie avec un auteur que j'ai beaucoup aimé et qui m'a apporté, beaucoup de clarté, qui a été pour moi une respiration en ce qu'il incarnait des questionnements, des idées que j'avais plus jeune et qui étaient autour de moi pas très entendables. Et donc lorsque j'ai découvert cet auteur-là, c'était une consolation quelque part et aussi une élévation. Et je parle d'élévation, mais c'est aussi un auteur qui aujourd'hui repose, au Panthéon, donc il incarne le siècle des Lumières, c'est bien sûr Voltaire. Et le texte choisi est Memnon ou la sagesse humaine. Et pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que il traite de questions existentielles fortes et mais également de sujets pas faciles à aborder aussi, d'une façon, heu, d'une façon particulière, à la façon, que la littérature a de faire, mais aussi avec la plume incisive et que qu'a Voltaire. Et c'est donc un sujet qui porte notamment sur l'idéalisme, mais dont il est je trouve particulièrement intéressant, heu, du fait de l'évolution du personnage. Parce que la fin, je peux déjà vous le dire, si vous ne connaissez pas cette histoire, la fin n'est pas, on va dire, n'est pas tellement positive, on va dire. Mais il y a tout de même dans le dénouement, une évolution forte qui monte qui montre, l'évolution du personnage, la croissance de ce personnage et comment, de ce qu'il a en tout cas de ce par quoi il est passé, on voit ça, mais également on voit le avant et après, de comment il pense et ça, c'est particulièrement intéressant et dedans est abordé le thème de la perte, mais bon déjà, on sait que c'est un texte, donc c'est un petit peu plus ça nous permet de d'alléger, mais également, de peut-être, de vivre métaphoriquement des leçons dans lesquelles on peut s'inspirer et donc, heu, je vous ferai part à la fin de ma vision, de comment moi je vois Memnon et peut-être que vous aurez une vision complètement différente de cela et ça pourrait donc vous pouvez partager cela, partager vos avis dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire. Donc, nous pouvons commencer par la lecture. Voltaire, Memnon ou la sagesse humaine. Memnon conçut un jour le projet insensé d'être parfaitement sage. Il n'y a guère d'homme à qui cette folie n'ait quelquefois passé par la tête. Memnon se dit à lui-même: pour être très sage et par conséquent très heureux, il n'y a qu'à être sans passion, et rien n'est plus aisé comme on sait. Premièrement, je n'aimerai jamais de femme, car, en voyant une beauté parfaite, je me dirai à moi-même: ces joues-là se rideront un jour, ces beaux yeux seront bordés de rouge, cette gorge ronde deviendra plate et pendante, cette belle tête deviendra chauve. Or,
Je n'ai qu'à la voir à présent des mêmes yeux dont je la verrai alors, et assurément, cette tête ne fera pas tourner la mienne. En second lieu, je serai toujours sobre. J'aurai beau être tenté par la bonne chair, par des vins délicieux, par la séduction de la société. Je n'aurai qu'à me représenter les suites des excès, une tête pesante, un estomac embarrassé, la perte de la raison, de la santé et du temps. Je ne mangerai alors que pour le besoin. Ma santé sera toujours égale, mes idées toujours pures et lumineuses. Tout cela est si facile qu'il n'y a aucun mérite à y parvenir. Ensuite, disait Memnon, il faut penser un peu à ma fortune. Mes désirs sont modérés. Mon bien est solidement placé sur le receveur général des finances de Ninive. J'ai de quoi vivre dans l'indépendance. C'est là le plus grand des biens. Je ne serai jamais dans la cruelle nécessité de faire ma cour. Je n'envierai personne et personne ne m'enviera. Voilà qui est encore très aisé. J'ai des amis, continuait-il, je les conserverai, puisqu'ils n'auront rien à me disputer. Je n'aurai jamais d'humeur avec eux, ni eux avec moi. Cela est sans difficulté. Ayant fait ainsi son petit plan de sagesse dans sa chambre, Memnon mit la tête à la fenêtre. Il vit deux femmes qui se promenaient sous des platanes auprès de sa maison. L'une était vieille et paraissait ne songer à rien. L'autre était jeune, jolie et semblait fort occupée. Elle soupirait, elle pleurait et n'en avait que plus de grâce. Notre sage fut touché, non pas de la beauté de la dame, il était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse, mais de l'affliction où il la voyait. Il descendit. Il aborda la jeune Ninivienne dans le dessein de la consoler avec sagesse. Cette belle personne lui conta, de l'air le plus naïf et le plus touchant, tout le mal que lui faisait un oncle qu'elle n'avait point, avec quel artifice il lui avait enlevé un bien qu'elle n'avait jamais possédé et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance de venir jusque chez moi et d'examiner mes affaires, je suis sûre que vous me tireriez du cruel embarras où je suis. Mais non, n'hésita pas à la suivre pour examiner sagement ses affaires et pour lui donner un bon conseil. La dame, affligée, le mena dans une chambre parfumée et le fit asseoir avec elle poliment sur un large sofa où ils se tenaient tous deux, les jambes croisées vis-à-vis l'un de l'autre. La dame parla en baissant les yeux, dont il échappait quelquefois des larmes, et qui, en se relevant, rencontraient toujours les regards du sage Memnon. Ses discours étaient pleins d'un attendrissement qui redoublait toutes les fois qu'ils se regardaient. Memnon prenait ses affaires extrêmement à cœur et se sentait de moment en moment la plus grande envie d'obliger une personne si honnête et si malheureuse. Ils cessèrent insensiblement, dans la chaleur de la conversation, d'être vis-à-vis l'un de l'autre. Leurs jambes ne firent plus croisées. Memnon la conseilla de si près et lui donna des avis si tendres qu'ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre parler d'affaires et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient. Comme ils en étaient là, arrive l'oncle. Ainsi qu'on peut bien le penser, il était armé de la tête aux pieds et la première chose qu'il dit fut qu'il allait tuer, comme de raison, le sage Memnon et sa nièce. La dernière qui lui échappa fut qu'il pouvait pardonner pour beaucoup d'argent. Memnon fut obligé de donner tout ce qu'il avait. On était heureux dans ce temps-là d'en être quitte à si bon marché. L'Amérique n'était pas encore découverte et les dames affligées n'étaient pas encore
n'étaient pas à beaucoup près si dangereuses qu'elles le sont aujourd'hui. Memnon, honteux et désespéré, rentra chez lui. Il y trouva un billet qui l'invitait à dîner avec quelques-uns de ses intimes amis. Si je reste seul chez moi, dit-il, j'aurai l'esprit occupé de ma triste aventure. Je ne mangerai point, je tomberai malade. Il vaut mieux aller faire avec mes amis intimes un repas frugal. J'oublierai dans la douceur de leur société la sottise que j'ai faite ce matin. Il va au rendez-vous, on le trouve un peu chagrin, on le fait boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin, pris modérément, est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pense le sage Memnon. Il s'enivre. On lui propose de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joue, on lui gagne tout ce qu'il a dans sa bourse et 4 fois autant sur sa parole. Une dispute s'élève sur le jeu. On s'échauffe. L'un de ses amis intimes lui jette à la tête un cornet et lui crève un œil. On rapporte chez lui le sage Memnon ivre, sans argent et ayant un œil de moins. Il cuve un peu son vin et dès qu'il a la tête plus libre, il envoie son valet chercher de l'argent chez le receveur général des finances de Ninive pour payer ses intimes amis. On lui dit que son débiteur a fait le matin une banqueroute frauduleuse qui met en alarme 100 familles. Mais non, outré, va à la cour avec un emplâtre sur l'œil et un placet à la main pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il rencontre dans un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un air aisé des cerceaux de 24 pieds de circonférence. L'une d'elles, qui le connaissait un peu, dit en le regardant de côté: «Ah, le rueur!» Une autre, qui le connaissait davantage, lui dit: «Bonsoir, monsieur Memnon. Mais vraiment, monsieur Memnon, je suis fort aise de vous voir. À propos, monsieur Memnon, pourquoi avez-vous perdu un œil?» Et elle passa sans attendre sa réponse. Memnon se cacha dans un coin et attendit le moment où il put se jeter aux pieds du monarque. Ce moment arriva. Il baisa 3 fois la terre et présenta son placet. Sa gracieuse majesté le reçut très favorablement et donna le mémoire à un de ses satrapes pour lui en rendre compte. Le satrape tire Memnon à part et lui dit d'un air de hauteur, en ricanant amèrement: «Je vous trouve un plaisant borgne de vous adresser au roi plutôt qu'à moi, et encore plus plaisant d'oser demander justice contre un honnête banqueroutier que j'honore de ma protection, et qui est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire-là, mon ami, si vous voulez conserver l'œil qui vous reste.» Memnon, ayant ainsi renoncé le matin aux femmes, aux excès de table, aux jeux, à toute querelle et surtout à la cour, avait été, avant la nuit, trompé et volé par une belle dame, s'était enivré, avait joué, avait eu une querelle, s'était fait crever un œil et avait été à la cour où l'on s'était moqué de lui. Pétrifié d'étonnement et navré de douleur, il s'en retourne la mort dans le cœur. Il veut rentrer chez lui. Il y trouve des huissiers qui démeublaient sa maison de la part de ses créanciers. Il reste presque évanoui sous un platane. Il y rencontre la belle dame du matin qui se promenait avec son cher oncle et qui éclata de rire en voyant Memnon avec son emplâtre. La nuit vint. Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison. La fièvre le saisit.
Il s'endormit dans l'accès et un esprit céleste lui apparut en songe. Il était tout resplendissant de lumière. Il avait 6 belles ailes, mais ni pieds, ni tête, ni queue, et ne ressemblait à rien. Qui es-tu lui dit Memnon. Ton bon génie, lui répondit l'autre. Rends-moi donc mon œil, ma santé, ma maison, mon bien, ma sagesse, lui dit Memnon. Ensuite, il lui conta comment il avait perdu tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous arrivent jamais dans le monde que nous habitons, dit l'esprit. Et quel monde habitez-vous dit l'homme affligé. Ma patrie, répondit-il, est à 500 millions de lieues du soleil, dans une petite étoile auprès de Sirius que tu vois d'ici. Le beau pays, dit Memnon. Quoi? Vous n'avez point chez vous de coquine qui trompe un pauvre homme, point d'ami intime qui lui gagne son argent et qui lui crève un œil, point de banqueroutier, point de satrape qui se moque de vous en vous refusant justice? Non, dit l'habitant de l'étoile, rien de tout cela. Nous ne sommes jamais trompés par les femmes, parce que nous n'en avons point. Nous ne faisons point d'excès de table, parce que nous ne mangeons point. Nous n'avons point de banqueroutier, parce qu'il n'y a chez nous ni or, ni argent. On ne peut nous crever les yeux, parce que nous n'avons point de corps à la façon des vôtres. Et les satrapes ne nous font jamais d'injustice, parce que dans notre petite étoile, tout le monde est égal. Memnon lui dit alors, Monseigneur, sans femme et sans dîner, à quoi passez-vous votre temps? À veiller, dit le génie, sur les autres globes qui nous sont confiés. Et je viens pour te consoler. Hélas, reprit Memnon, que ne veniez-vous la nuit passée pour m'empêcher de faire tant de folie? J'étais auprès d'Hassan, ton frère aîné, dit l'être céleste. Il est plus à plaindre que toi. Sa gracieuse majesté le roi des Indes, à la cour duquel il a l'honneur d'être, lui a fait crever les 2 yeux pour une petite indiscrétion, et il est actuellement dans un cachot, les fers aux pieds et aux mains. C'est bien la peine, dit Memnon, d'avoir un bon génie dans une famille pour que, de 2 frères, l'un soit borgne, l'autre aveugle, l'un couché sur la paille, l'autre en prison. Ton sort changera, reprit l'animal de l'étoile. Il est vrai que tu seras toujours borgne, mais à cela près, tu seras assez heureux pourvu que tu ne fasses jamais le sot projet d'être parfaitement sage. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir s'écria Memnon en soupirant. Aussi impossible, lui répliqua l'autre, que d'être parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement puissant, parfaitement heureux. Nous-mêmes, nous en sommes bien loin. Il y a un globe où tout cela se trouve, mais dans les 100 000 millions de mondes qui sont dispersés dans l'étendue, tout se suit par degrés. On a moins de sagesse et de plaisir dans le second que dans le premier, moins dans le troisième que dans le second. Ainsi du reste jusqu'au dernier, où tout le monde est complètement fou. J'ai bien peur, dit Memnon, que notre petit globe terraqué ne soit précisément les petites maisons de l'univers dont vous me faites l'honneur de me parler. Pas tout à fait, dit l'esprit, mais il en approche. Il faut que tout soit en sa place. Eh, mais, dit Memnon, certains poètes, certains philosophes ont donc grand tort de dire que tout est bien. Ils ont grande raison, dit le philosophe de là-haut, en considérant l'arrangement de l'univers entier. Ah! Je ne croirais cela, répliqua le pauvre Memnon, que quand je ne serai plus borgne. Et voici la fin de cette histoire.
Alors, que retenez-vous de cette histoire? Moi, dans cette histoire, alors elle est vraie, même non, à la fin, il a perdu un œil, il a payé une leçon au prix cher. Et c'est vrai qu'on peut peut-être, quand on regarde le début, on peut peut-être rire de Memnon ou se moquer de lui, notamment sur, sur le décalage qu'il y a entre la réalité et sa manière de penser un projet. C'est-à-dire qui manque peut-être de concrétisation ou de faisabilité. En tout cas, pour les personnes qui sont familiarisées avec l'outil SMART, pour savoir si un projet répond à des critères, heu, répond à un certain nombre de critères justement pour être faisable et employable, pour avoir des objectifs réalistes aussi. Eh bien, ici, on peut dire que effectivement, les objectifs, de son projet en tout cas, ne n'ont pas ne répondent pas aux critères SMART et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de lui et dont il ne sait pas, il ne prend pas en compte. Mais néanmoins, il y a des choses que Memnon accomplit dans ce voyage, dans son périple, dans son aventure et je trouve qu'il a accompli au moins 3 actions fortes et inspirantes pour toute personne humaine, entrepreneur, même salarié, manager, que vous soyez humain, que vous êtes vivant. En tout cas, ce sont des choses qui permettent d'avancer dans la vie et d'entreprendre des changements aussi. Et ici, donc nous avons affaire à nous voyons au début même de l'histoire, nous avons un Memnon qui est idéaliste, c'est vrai. Et donc là-dedans, quelles sont les 3 actions qu'il met en place? Et bien la première, c'est se lancer. C'est-à-dire que effectivement, son projet peut-être alors il est contestable, mais même non, on va bien, il regarde les choses par la fenêtre, mais il ne se contente pas de le faire, il va aussi, il va dans le monde et il passe à l'action, il va sur le terrain. Et c'est en allant sur ce terrain qu'il confronte, au prix fort ici, il est vrai, mais il confronte sa vision et ce qui se passe sur le terrain. Il se et justement, c'est quand même il y a quand même cette chose forte, il n'est pas seulement un rêveur, il n'est pas seulement un idéaliste, il est aussi celui qui va, qui qui forge, qui commence son qui lance son objectif et va sur le terrain. Et c'est vrai, des fois, c'est comme ça. Parce que effectivement, il y a des critères il y a des critères qui permettent de définir des projets, mais ce qui est aussi important, c'est aussi, bah, la pratique aussi qui va venir aussi, hem, faire qu'on va apporter des ajustements et avoir des révélations qu'on n'avait pas au moment d'avoir fait ces projets-là. Et c'est en se confrontant à la réalité qu'on apprend des choses et qu'on peut, par la suite, peut-être des fois reculer. Prendre du recul, faire marche arrière, aller vers autre part, même changer, en tout cas changer de cap ou alors si on ne change pas de cap, peut-être changer la façon dont on agit ou dont on pense. Donc là-dessus, même non a vraiment cette chose inspirante où, bah, on pourrait dire: «Ah beh, ce jeune homme-là, il commence, enfin ce sage» parce que lui, il a une pensée particulière et c'est une pensée, que Voltaire il dénonce ici et sa pensée va évoluer, on va le voir. On le voit à la fin. Mais, ici vraiment, c'est vraiment cette chose de se lancer effectivement qui est forte et que Memnon fait et que je Je pense que justement l'action est aussi ce qui permet de préciser la réflexion. Effectivement, heu, alors oui, il y a plusieurs façons de faire et il y a certains qui vont aller, en bourrin, on va dire. Je fonce d'abord et je réfléchis par la suite. Une, c'est aussi une méthode
et ici, bah, il a quand même réfléchi, même si sa réflexion est comme ça, et bien au moins, il s'est lancé et donc par la suite, après ces péripéties quand même où vraiment, même non, il commençait avec un compte en banque plutôt favorable, il avait déjà de grandes espérances, de grands espoirs pour lui et à la fin, il finit sur la paille avec, en perdant un œil en plus. Eh bien, là dans la deuxième chose que Memnon fait, après avoir vécu tout ça, en une journée où il a perdu tout ça, eh bien, c'est là quand même on parle, d'une perte aussi, il y a pas que la perte matérielle, il y a également la perte physique et il y a quelque chose de très dur là-dedans parce que il y a aussi il se pose la question de l'acceptation. De entre ce moment où il avait tout, on va dire, où tout lui semblait possible et ce moment où, eh beh, il voit là où il est arrivé, où il a perdu des choses qu'il n'imaginait pas. C'est-à-dire même non, à aucun moment il a pensé à ce qu'il ne contrôlait pas lui, à ce que d'autres personnes pouv quelle interaction les autres personnes pouvaient faire. Il n'a pas calculé les risques. Il n'a pas pensé à cela et la réalité est frappante, elle est brutale et à ce moment-là, eh beh, il se trouve avec un handicap visuel, avec de la souffrance et avec il devient, ben, il n'a plus de moyens financiers aussi. Il est voilà, il a beaucoup perdu là. Donc il y a ce moment-là aussi, où soulève la question de l'acceptation de ce changement-là, de ce revirement, de ce changement qui ne lui était pas favorable et dont lui, il est parti vers ça, alors qu'il ne le voulait pas. Et ça peut être très dur. Ça peut être très dur sur, la question de l'acceptation. Donc là, je vais parler de 2e action qu'il fait, c'est qu'il se remet en question. Et comment on le voit, quand il se remet en question? C'est dans le dialogue, notamment avec le génie, où il est curieux, il pose des questions. Alors, je vais retrouver cela. Il pose des questions au génie, où il demande déjà au génie comment c'est chez lui, mais il demande aussi, mais il pose des questions, par exemple, sur sa pensée à lui. Alors donc il va questionner avec curiosité comment c'est la vie de cet, être particulier là qu'il rencontre, mais aussi il va poser des questions si, ben, finalement ce dont il pensait, c'était donc pas vrai. C'est-à-dire, beh, il se remet en cause, il reste pas il a perdu tout ça, mais il reste pas sur cette pensée initiale et il pose la question. Non seulement, beh, ça montre déjà une force, c'est vraiment une force de pouvoir, après avoir vécu des choses aussi, bah, extraordinairement mauvaises, j'ai envie de dire, où, c'est pas je c'est pas une situation rêvée dont il arrive. Donc après avoir vécu ça et lui, il arrive encore à se remettre en question, à questionner par curiosité comment c'est son monde, comment est le monde à lui et donc on voit bien que c'est un monde pas carrément différent du nôtre où, voilà, c'est notre esprit, c'est notre raisonnement qui s'applique et on voit bien que c'est pas quelque chose qui peut s'appliquer à nous et donc même nous on questionne et puis par rapport à ce qui lui est arrivé, déjà, il demande de l'aide, mais il y a une chose, justement, je parlais d'acceptation où, ben,
d'emblée, le bon génie lui dit, voilà, lui dit qu'il va avoir sa situation va s'améliorer effectivement, mais et bien, effectivement, il a perdu son œil là-dessus et bien, c'est un fait, c'est-à-dire, bah, ça va pas repousser finalement son œil. Et donc c'est vraiment c'est aussi, bah, c'est ce moment dur et ensuite, mais non seulement il questionne, mais il ne fait pas que questionner, c'est-à-dire que paradoxalement, là où même non au début, il était, tout bon, tout content à appliquer sa philosophie en laquelle il croyait, où tout va bien, tout va pour le mieux. Finalement, après avoir vécu tout ça, après ce dialogue-là, il questionne le bon génie et il lui demande, quelle était la question exacte? Voilà, il demande: «Certains philosophes ont donc grand tort de dire que tout est bien?» Donc il questionne cela et donc c'est là qu'il fait la troisième action très intéressante qui est de penser par soi-même. C'est-à-dire qu'au moment où le génie lui donne sa réponse qui est: «Oui», c'est-à-dire: «Ils ont grande raison», dit le philosophe de là-haut, «en considérant l'arrangement de l'univers entier». Et là, que fait Memnon? Il dit: «Non, là, il est pas d'accord avec ça». C'est-à-dire la remise en cause qui a été dit avant, c'est-à-dire les choses qu'on lui a dit. Il n'est pas tellement bronché, mais là, là-dessus, où lui, de sa pratique, il a observé quelque chose, il a observé un certain nombre de choses et là, et où il voit que quelqu'un l'affirme, bah, tout est bien et il dit il montre son désaccord et lui dit: «Ah! Je ne croirais cela», répliqua le pauvre Memnon, «que quand je ne serai plus borgne». Et c'est ça montre aussi ce côté finalement, bah, Memnon s'est transformé, il est devenu quelqu'un de plus terre à terre, qui va regarder, la réalité, voir la réalité de manière différente. Paradoxalement, il avait ses 2 yeux avant et il était aveuglé peut-être par sa philosophie et aujourd'hui, avec, ben, l'ensemble des expériences qu'il a menées, l'ensemble des malheurs, la perte qu'il a eue. C'est-à-dire lui, il se rend compte de cette réalité, de cette perte. Il va pas dire que tout est bien vu que il a perdu quelque chose et il lui dit, voilà, il lui dit: «Bah, je je ne croirai cela que quand je ne serai plus borgne». C'est-à-dire, bien aujourd'hui, il demande des preuves aussi, il demande, c'est on va pas croire tout sur tout sur une affirmation. Donc voilà 3 actions que Manon entreprend dans son aventure, qui sont des actions puissantes, qui sont se lancer, se remettre en question et penser par soi-même, c'est-à-dire ne pas gober non plus tout ce qu'on lui dit aussi. Avoir une ouverture, une curiosité, mais aussi, eh bien, de certaines réserves, un certain questionnement et un esprit critique, quelque part. Et je trouve que cette histoire célèbre bien cet, apprentissage sur le terrain, j'allais dire un peu lockien aussi peut-être quelque part, mais cet apprentissage essai-erreur ou même si l'erreur si vraiment, c'est-à-dire nous dans nos projets, on peut également faire des erreurs aussi et peut-être qu'on n'arrivera pas forcément dans ces cas-là. Ça peut arriver aussi et c'est là que ça soulève également la question de l'acceptation. Mais vraiment, ces 3 actions, se lancer, se remettre en question, penser par soi-même, ce sont 3 actions qui mènent à la transformation d'un individu, qu'un individu, c'est-à-dire là, le même nom qui est au début et le même nom d'après, ne vont pas épouser les mêmes pensées, ne vont pas agir de la même façon, ne vont pas avoir les mêmes actions. Et là, déjà, on a vu ces 3 actions qu'il a fait, mais ce qui est intéressant aussi, c'est bah, même nom, comment lui, il va évoluer aussi avec ça, comment il va faire maturer qu'est-ce qu'il va faire après finalement? C'est ça aussi. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? C'est-à-dire, de là, il y a un grand changement dans son esprit.
dans la philosophie qu'il a. Là, la philosophie qu'il avait y adhéré, il n'y croit plus là, en tout cas maintenant et donc ça a déjà remis en cause et c'est qu'est-ce que lui, il va construire maintenant? Qu'est-ce qu'il va construire avec, ce qu'il a et ce qu'il va voir en continuant à marcher, en continuant à marcher en tâtonnant. Donc voilà ce que je souhaitais dire sur cette histoire, sur cette histoire de même nom, la sagesse humaine. Faites-moi part de ce que cette lecture a évoqué chez vous et comment vous avez trouvé, vous, cette progression-là. Là, je vous ai fait part de comment moi je voyais les choses et bien sûr, s'il y a une histoire et dans cette histoire-là, on peut avoir plusieurs angles de vue et c'est intéressant, bah, de connaître les vôtres, de connaître vos remarques, vos précisions aussi et si par exemple vous n'êtes pas d'accord, me dire aussi là où pour vous, sur quoi comment vous voyez les choses là-dessus, de cette histoire de même nom-là. Et j'en profite également pour dire parce que là nous sommes aussi dans un long week-end et peut-être que vous avez peut-être un peu plus de temps pour penser et pour planifier. Aujourd'hui, nous avons une offre spéciale sur une prestation qui est le déposer, respirer et avancer, qui est à 60 € au lieu de 90 €. Donc vous pouvez voir dans la description, le lien sur lequel vous pouvez réserver et pour en savoir plus. Voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui et aussi, eh bien, profiter de ce week-end, pourquoi pas un peu de lecture pour aérer l'esprit, pour, sortir, se décentrer aussi un peu de soi, ce qui permet aussi une décentration et des fois des petits apprentissages par le biais, d'autres personnages ou, en tout cas, voilà une respiration. Là, c'est vrai que c'était une histoire particulière. Il y a des histoires aussi plus légères, qui laissent plus rêveurs aussi, qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à occuper ce week-end de pauses agréables, de moments agréables et moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Très bon week-end à vous, belle célébration et bon samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Océan de Coach. Nous sommes là actuellement à 97 abonnés. Nous approchons des 100 abonnés. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez plus de contenu, eh bien, manifestez-vous, abonnez-vous. Cela nous envoie de l'ocytocine et nous encourage aussi dans nos actions. Eh bien, très bon week-end à vous et à bientôt.